Moi, j'ai été prof de français en collège ZEP. Peu de temps, 1 an et demi, j'ai démissionné. C'est un autre débat parce que je trouvais qu'il y avait un certain nombre de problèmes dans l'éducation nationale et j'en étais assez choquée, j'avais envie de réfléchir à la question. Mais de fait, j'ai été en contact avec des adolescents pendant 1 an et demi, de façon assez proche. Et une des choses qui m'a marquée, c'est le désarroi que je ressentais face à une jeune génération où je ne comprenais ni leur fonctionnement, je n'avais pas l'impression de pouvoir leur apporter quelque chose et que je sentais en danger par de multiples biais. Notamment leur rapport à la sexualité, leur rapport à l'image, au corps, aux réseaux sociaux, le danger dans lequel ils se mettent. Mais j'ai décidé de passer du temps à la brigade des mineurs, d'interviewer le plus de policiers possible, parce qu'ils sont en contact, eux, tous les jours, avec le plus intime de la jeunesse aujourd'hui, ce qui est assez rare. Moi, je me rends compte que dans toutes les histoires que j'ai glanées lors de mon enquête, quasiment toutes ont une composante liée à Internet. Que ce soit directement, c'est-à-dire que ça naît, l'histoire naît par rapport à un contact Internet, ou alors que ça devienne une problématique Internet parce que quelque chose qui s'est passé se retrouve filmé et photo sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, cette composante n'est jamais absente des histoires. Et très vite, les policiers, donc on en parle avec les policiers, et c'est vrai qu'ils m'expliquent que quand ils ont les enfants en face d'eux, parce que pour le coup, eux, ils les ont en face d'eux, et ceux qui sont potentiellement victimes, et ceux qui sont potentiellement agresseurs, tous, qui sont tous aussi paumés, c'est ça qui est intéressant. Et quand ils les ont en face d'eux, des enfants parfois très jeunes, 11, 12, 13 ans, font nettement la séparation entre leur identité virtuelle et leur identité réelle. Ce qui est quand même un phénomène, on peut dire, inédit, nouveau, puisque nous, qui sommes adultes, même jeunes adultes, on est ce qu'on appelle des migrants digitaux, c'est-à-dire qu'on a appris à se servir de l'Internet, mais ces enfants, ils sont nés dedans. Et donc, se penser en termes de double identité par rapport à quelque chose qu'on a toujours connu, pose un problème que nous ne connaissons pas en tant qu'adultes, que nous n'avons pas idée de ce que c'est que de s'inscrire dans une double identité en permanence. Et notamment les policiers m'expliquaient qu'ils avaient des phrases d'adolescents, de jeunes, disant très clairement l'identité virtuelle est plus importante que l'identité réelle. Aujourd'hui, un enfant qui se pose des questions légitimes, une curiosité légitime sur la sexualité, a sur le net tout, le pire, le plus trash, en un clic. Et c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'en parler avec ses parents. C'est normal de ne pas aller demander à ses parents, c'est normal de se renseigner par soi-même. Aujourd'hui, il y a Internet. Dans mon livre, je parle de cas effectivement d'enfants qui se retrouvent à la brigade des mineurs parce qu'ils ont sodomisé leur camarade avec un balai. Pourquoi? On l'a vu sur Internet. Ça, c'est des réponses que les policiers entendent. On l'a vu sur Internet. Donc si on l'a vu sur Internet, c'est que pourquoi pas? Je veux dire, on peut comprendre le fonctionnement de ces enfants. Après, donc vous me posiez aussi la question donc, de cas concrets, d'autres cas concrets qu'on m'a expliqué. Une chose est intéressante, c'est que, par exemple, une jeune fille se retrouve à la brigade des mineurs. Elle se fait piéger sur MSN par un adulte, pour le coup, parce qu'il y a aussi ce cas-là, problème d'Internet aussi avec des adultes derrière, des prédateurs, qui lui demandent de se déshabiller devant sa caméra. Pourquoi elle en vient à le faire? Parce qu'il lui bloque son compte MSN. Et là, il lui envoie, pendant 24 heures, après il lui envoie un message en disant « Je te débloque ton compte si tu m'acceptes en ami ». Elle l'accepte en ami. Je te laisse ton compte sans le bloquer si tu te déshabilles devant la caméra. Et elle le fait. Bon, j'essaie de résumer. Le policier lui demande « Mais pourquoi tu ne crées pas un autre compte ?» C'est ça qui est intéressant. Pourquoi tu ne crées pas un autre compte? Elle dit « Mais monsieur, j'ai toute ma vie sur MSN ». Et ça, c'est des phrases où on comprend que l'identité virtuelle a un poids tel qu'il pèse beaucoup plus que l'idée de se mettre seins nus devant une caméra. Et ça, j'en ai pléthore des exemples dans mon bouquin.
justement, il n'y a pas de victime type et il n'y a pas de profil type. Et que les gamins, les enfants qu'ils avaient dans ces histoires, garçons et filles, du côté de la victime ou du côté de l'agresseur, on pouvait les retrouver dans tous les milieux. Et ça, c'est assez intéressant. Dans les milieux les plus favorisés, comme les milieux les plus défavorisés, il n'y a pas de constante. Et que justement, je pense, à l'instar d'ailleurs des policiers, que c'est un problème vraiment de type générationnel et il n'y a pas de clivage de classe, par exemple. Très nettement, ça va arriver autant à une petite jeune fille dans le 16e, dans un environnement supposé privilégié ou protégé, qu'à une petite jeune fille de banlieue difficile. Les mêmes types de problématiques. Alors bien sûr, après, il y a des choses qui vont rentrer en compte, avec des problèmes de type religieux, etc. Mais ça mis de côté, les thématiques sont vraiment les mêmes dans tous les milieux. Et les enfants qui se retrouvent à BPM, il n'y a pas spécifiquement de gens avec des failles, des difficultés, qui sont isolés, qui sont plus faibles, qui n'ont pas d'amis. Non, c'est-à-dire que les policiers m'expliquent vraiment, il y a tous les profils. Et quand eux ont la confrontation avec les parents qui sont convoqués à la BPM, donc ils voient bien l'entourage aussi parental, il y a de tout. Il peut y avoir des parents peut-être un peu débordés, qui bossent beaucoup, qui ne sont pas très présents. Il peut y avoir des parents complètement investis, très très près de leurs enfants. Encore une fois, tout type. Et très souvent, les parents tombent des nues. Aucune idée des difficultés que leurs enfants rencontrent. Aucune idée qu'il se passe tout ça sur Internet. Aucune idée qu'il y a une histoire d'agression sexuelle qui se retrouve à la BPM. Parce que c'est souvent en fait les autorités des collèges et des lycées qui s'en rendent compte, plus que les parents. Et donc, c'est ça qui est un peu effrayant et qui est intéressant, c'est que non, il n'y a pas de type, pas du tout. Et donc je pense que potentiellement, ça concerne tous les enfants, de tous les milieux. Les problèmes liés aux réseaux sociaux, à l'Internet, sont extrêmement liés à l'image. L'image, le corps, l'apparence. C'est des problématiques qui deviennent pour elles centrales. Avoir une image. Et malheureusement, je pense que leurs camarades garçons peuvent réduire les filles aussi à ça. Tout ça à prendre avec des pincettes, mais effectivement, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur ce problème de sexisme, qui me semble assez clair et assez évident, mais c'est difficile de simplifier le débat là-dessus. Mais oui, tout comme, là moi je parle en tant qu'ancienne prof, je voyais bien les rapports entre les enfants, on sent assez nettement une forme de sexisme, aussi très très facilement une forme d'homophobie. Enfin, il y a vraiment des choses assez primaires, on est en plein recul là-dessus. Il y a une forme de fermeture sur ces sujets-là. Et très nettement, il y a un côté des jeunes filles, si tu fais quelque chose, t'es une pute. Point. Voilà. Et à partir du moment où tu as fait une fois quelque chose, t'es une pute, tout le monde peut se servir. C'est très clair, et dans tous les milieux. C'était vraiment pas le cœur de mon enquête, donc j'aurais du mal à dire des choses très personnelles dessus. En revanche, une des choses qui, moi, m'a frappée, c'est des attitudes de type prostitutionnel. Par exemple, le fameux cas qui a été médiatisé d'ailleurs par le film Police de Maïwenn, de je te prends ton téléphone portable, je te le rends contre une fellation, et que la personne s'exécute, la jeune fille s'exécute, qui avait fait beaucoup parler parce qu'on avait l'impression peut-être quand les gens ont vu le film que c'était caricatural. Quand moi j'étais avec les policiers de la brigade des mineurs, ils m'expliquaient que ça c'était un cas archi classique et qu'ils en avaient tous eu plusieurs. Et ça, de cette manière, on peut le réfléchir en termes déjà prostitutionnels. C'est je fais une faveur sexuelle en l'échange de quelque chose de concret, que ce soit de l'argent ou un objet, c'est une forme d'attitude prostitutionnelle. Et que, en parlant avec les policiers, encore une fois, ils ont parlé avec ces jeunes filles qui faisaient ça. Et il y a l'idée, encore une fois, de le téléphone portable. Qu'est-ce que ça symbolise, le téléphone portable? C'est les rapports aux réseaux sociaux, à l'Internet, sont bien plus importants que mon intégrité physique et que mon corps réel. Donc une fellation, par exemple, ne me coûte vraiment rien par
par rapport à mon corps réel, alors que je peux récupérer cet objet tellement symbolique de mon rapport à mon identité virtuelle. Et que ça, pour eux, c'était plus qu'un cas d'école. Ils en avaient eu énormément. Ils disaient, c'est fou que le public ait pu penser que c'était caricatural s'ils se rendaient compte de nos dossiers. C'est quelque chose qui m'avait marqué, effectivement.